Le ciel était bas ce jour-là, menaçant de déverser ses larmes sur la ville déjà engourdie par l'indifférence. Dans une ruelle près de la place de l'Éveil, entre deux immeubles aussi gris que le cœur de ceux qui y vivaient, un garçon était assis, les genoux repliés contre son torse. Il ne devait pas avoir plus de 9 ans. Ses vêtements étaient déchirés par endroits, et son regard, d'un bleu presque translucide, fixait un vieux bout de pain sec qu'il tenait entre ses doigts gelés. Ce garçon s'appelait Isaïa. Il n'était pas là par hasard. Chaque jour, à la même heure, il s'asseyait au même endroit. Il observait, en silence, les passants. Ceux qui marchaient vite, les yeux rivés sur leur montre. Ceux qui riaient trop fort au téléphone. Ceux qui détournèrent les yeux dès qu'ils le voyaient. Tous fuyaient à quelque chose, mais Isaïa, lui, affrontait sa réalité. Il avait faim. Une faim ancienne, pas seulement dans le ventre, mais dans l'âme. Ce jour-là, un véhicule noir brillant s'arrêta devant le restaurant 5 étoiles de la rue. Un homme en descendit, vêtu d'un costume d'un blanc immaculé, contrastant avec la noirceur de la voiture. Les gens s'arrêtèrent un instant, chuchotèrent son nom. Alexander Van Holt, le fameux millionnaire philanthrope, propriétaire d'hôtels de luxe, d'hôpitaux privés, d'une fondation pour enfants orphelins. Certains disaient qu'il avait un cœur en or, d'autres murmuraient que c'était un cœur acheté au prix du sang. Alexander pénétra dans le restaurant. Mais, au bout de quelques minutes, il ressortit, tenant dans ses mains un sac de nourriture. Il ne regarda pas la foule, ni les caméras. Il marcha droit vers le garçon, s'accroupit lentement, et tendit le sac vers lui. « Tu dois avoir faim. Prends-le, c'est pour toi. » Mais Isaïa leva les yeux vers lui, lentement, comme s'il devinait déjà que ce simple geste allait tout changer. Et il répondit, « Je ne peux pas manger ça. Monsieur, c'est le même genre de nourriture qui a tué mon père. » Un silence glacial s'abattit. Le sac resta suspendu dans l'air, entre les deux mondes. Et ce refus, ce simple refus, fut le point de départ d'une vérité cachée depuis bien trop longtemps. Le refus d'Isaïa n'était pas une rébellion d'enfant capricieux. C'était une déclaration, une alerte. Alexander, figé, observa l'enfant. Quelque chose dans ses yeux le troubla. Cette lucidité, ce regard adulte dans un corps d'enfant. « Tu veux dire quoi ?» demanda-t-il. Mais Isaïa détourna les yeux. Il prit son pain sec, l'enfonça entre ses dents et mâcha lentement. Alexander resta là, à genoux, devant un enfant qui lui tournait le dos. Lui, l'homme que tout le monde écoutait, regardait de bas un garçon que personne ne voyait. Et pour la première fois depuis des années, il se sentit impuissant. Le lendemain, il revint. Et le surlendemain aussi. Chaque fois, il apportait quelque chose de différent. Une soupe chaude, des fruits, des plats végétariens, des desserts faits maison par le chef. Chaque fois, Isaïa refusait. Jusqu'au jour où il lui dit enfin, « Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas la nourriture en elle-même. C'est ce qu'elle représente. Mon père est mort à cause d'un homme riche, comme vous. » Un frisson parcourut la colonne d'Alexander. Il était prêt à jurer qu'il ne connaissait pas cet enfant, ni son père. Et pourtant, piqué dans sa fierté, mais encore plus troublé dans sa conscience, Alexander demanda une enquête discrète sur le garçon. Il découvrit qu'Isaïa vivait seul depuis plusieurs mois. Sa mère était portée disparue. Son père, un certain Elijah Turner, ancien employé d'un laboratoire pharmaceutique, mort dans des circonstances troubles. Un suicide. Du moins, c'était la version officielle. Mais Elijah Turner n'était pas un homme ordinaire. Il avait autrefois travaillé dans une filiale obscure appartenant indirectement à Alexander Van Holt. Alexander sentit le sol se dérober sous ses pieds. Et si l'enfant disait la vérité? Et s'il avait été mêlé, sans le savoir, à une tragédie qui l'avait poursuivi jusqu'à ce jour? Cette nuit-là, Alexander ne dormit pas. Il resta enfermé dans son bureau, relisant les anciens rapports d'audit, les procès-verbaux, les témoignages. Une note manuscrite attira son attention, griffonnée sur un dossier vieux de 7 ans. Turner devient incontrôlable. Il parle trop. S'il fuit avec les preuves,
Cela pourrait ruiner le projet Hécaté. Projet Hécaté. Le mot lui glaça le sang. C'était le nom de code d'un programme expérimental, enterré, effacé des archives. Mais Elijah Turner en avait fait partie, et peut-être était mort pour ça. Alexander retourna voir Isaiah. Il ne portait pas de nourriture cette fois-ci, seulement un regard sincère. « Je crois que je vous dois des excuses, Isaiah, et des réponses. » L'enfant hocha la tête. « Alors, posez-moi la seule question qui compte. Quelle est-elle? Pourquoi mon père t'a laissé une lettre, juste avant de mourir ?» Le millionnaire recula, choqué. Une lettre? Il n'en savait rien. Et Isaiah, les yeux pleins de larmes contenues, sortit de son sac une enveloppe jaunie, scellée, sur laquelle était inscrit « À remettre à Alexander Van Holt, le jour où il sera prêt à voir la vérité. » Il l'attendit, et Alexander comprit que tout ce qu'il croyait savoir était sur le point de s'effondrer. Les doigts d'Alexander tremblaient. L'enveloppe paraissait lourde, comme si elle contenait non pas une lettre, mais les dernières braises d'un incendie qu'il avait cru éteint. Autour de lui, la ruelle était silencieuse. Isaiah observait chacun de ses mouvements, les yeux à la fois curieux et tristes. Il ne disait rien. Il savait que la lettre parlerait pour lui. Alexander rompit le seau. L'odeur du vieux papier monta à ses narines, un parfum de poussière et de regret. Il déplia les feuilles, écrites à la main. L'encre avait bavé par endroits, comme si l'auteur avait pleuré en écrivant. Et il lut. « Alexander, si cette lettre te parvient, c'est que je suis mort. Et si je suis mort, ce n'est pas par accident, ce n'est pas non plus un suicide, comme ils essaieront de te le faire croire. Ce sera un meurtre, planifié, maquillé et justifié au nom du profit. Tu ne me connais pas, mais tu as changé ma vie. Tu étais mon héros, autrefois. L'homme qui disait qu'on pouvait guérir le monde avec de l'argent et de la foi. J'ai cru en toi. » L'enfant hocha la tête. « Alors, posez-moi la seule question qui compte. Quelle est-elle? Pourquoi mon père t'a laissé une lettre, juste avant de mourir ?» Le millionnaire recula, choqué. Une lettre? Il n'en savait rien. Et Isaiah, les yeux pleins de larmes contenues, sortit de son sac une enveloppe jaunie, scellée, sur laquelle était inscrit « À remettre à Alexander Van Holt, le jour où il sera prêt à voir la vérité. » Il l'attendit, et Alexander comprit que tout ce qu'il croyait savoir était sur le point de s'effondrer. Les doigts d'Alexander tremblaient. L'enveloppe paraissait lourde, comme si elle contenait non pas une lettre, mais les dernières braises d'un incendie qu'il avait cru éteint. Autour de lui, la ruelle était silencieuse. Isaiah observait chacun de ses mouvements, les yeux à la fois curieux et tristes. Il ne disait rien. Il savait que la lettre parlerait pour lui. Alexander rompit le seau. L'odeur du vieux papier monta à ses narines, un parfum de poussière et de regret. Il déplia les feuilles, écrites à la main. L'encre avait bavé par endroits, comme si l'auteur avait pleuré en écrivant. Et il lut. « Alexander, si cette lettre te parvient, c'est que je suis mort. Et si je suis mort, ce n'est pas par accident, ce n'est pas non plus un suicide, comme ils essaieront de te le faire croire. Ce sera un meurtre, planifié, maquillé et justifié au nom du profit. Tu ne me connais pas, mais tu as changé ma vie. Tu étais mon héros, autrefois. L'homme qui disait qu'on pouvait guérir le monde avec de l'argent et de la foi. J'ai cru en toi. » Le nom résonnait dans sa tête comme une mélodie sinistre. Fondation Lysias. Il s'agissait à l'époque d'un partenariat discret entre sa société pharmaceutique, Vanco Biosolutions, et un petit institut de recherche indépendant, basé dans une banlieue isolée à l'est de la ville. Officiellement, elle finançait des soins palliatifs pour enfants en phase terminale. Officieusement, elle était un laboratoire d'essai pour traitements expérimentaux non approuvés. Alexander n'y avait pas mis les pieds depuis 7 ans. Il avait signé les papiers. Les décisions étaient prises par son conseil scientifique. Lui, il finançait.
aveuglément. Maintenant, il allait devoir voir de ses propres yeux ce qu'il avait contribué à construire, puis à détruire. Un soir pluvieux, Alexander se rendit à l'ancienne adresse. Le bâtiment était abandonné, les vitres brisées, des panneaux, propriété privée, défense d'entrée, ornaient l'entrée. Mais il entra. À l'intérieur, l'air était saturé d'humidité et d'oubli. Il retrouva les salles de traitement, les chambres blanches, les dossiers dispersés, brûlés partiellement, des photos d'enfants au sourire figé, des noms griffonnés à la hâte, des diagnostics. Et au fond d'un tiroir, il trouva un dossier intact caché dans un boîtier de plomb. Sujet Niorset, Isaiah T. 2 ans. Alexander eut la nausée. Il tomba à genoux. Ce n'était pas un hasard. Ils avaient utilisé le propre fils d'Elijah, comme levier, comme menace. Et lui, il avait signé ce programme, sans le savoir. Mais cela suffisait-il pour le rendre innocent? Le lendemain, Alexander retrouva Isaiah dans la ruelle. Il ne savait pas comment lui parler. Il n'avait pas les mots. Mais Isaiah, comme toujours, le regarda dans les yeux. « Tu as lu ce qu'il t'a laissé ?» demanda-t-il calmement. Alexander hocha la tête. « Alors tu sais pourquoi je ne peux pas manger ce que tu me donnes. Chaque bouchée me rappelle ce que vous m'avez pris. Je n'ai pas su, mais tu aurais pu savoir. Isaiah avait raison. Il aurait pu. Il aurait dû. Et maintenant, il devait réparer. Mais comment réparer un passé qu'on a volontairement ignoré? Alexander contacta un ancien scientifique de son entreprise, un certain Dr Sloan, disparu des radars depuis des années. Il le retrouva au Mexique, caché sous un faux nom. « Pourquoi es-tu venu ?» lui demanda Sloan méfiant. « Parce que je veux savoir tout ce que vous avez fait, tout ce que j'ai laissé faire. » Sloan rit jaune. « T'es en retard, Alex. » Elijah avait tout prévu. Il savait qu'un jour, la vérité te rattraperait. Tu veux l'entendre? Sois prêt à tout perdre. Je le suis déjà. Sloan lui remit une clé USB. Voici les vidéos, les rapports, les autopsies, les falsifications, le nom des enfants, le nom des exécutants, et surtout, le nom de celui qui a donné l'ordre d'éliminer Elijah. Alexander sentit son cœur s'arrêter. Ce n'était pas moi? Sloan secoua la tête. Non, mais c'était ton frère. Jared, Isaiah, la lettre, le projet EKT, la fondation Lysias, et maintenant Jared Van Holt. L'histoire venait à peine de commencer, et le sang familial allait se mêler au sang des innocents. L'appartement d'Alexander baignait dans une lumière blafarde. Les rideaux n'avaient pas été tirés depuis des jours. Il ne dormait presque plus. Les preuves contenues sur la clé USB tournaient en boucle sur l'écran de son bureau. Des visages d'enfants, des voix paniquées de chercheurs, des chiffres falsifiés, des rapports médicaux bidouillés, et un nom, à la fin de chaque autorisation, Jared Van Holt, son frère, le même frère qui, depuis 10 ans, gérait les aspects stratégiques de l'empire Vanashko pendant qu'Alexander souriait devant les caméras. Alexander sentit ses mains trembler. Il revit Jared dans ses souvenirs, arrogant, sûr de lui, toujours dans l'ombre, à l'abri des projecteurs. Il avait su, depuis le début. Et il avait tué Elijah Turner. Pas avec une arme, non. Mais avec une signature, un ordre, une menace exécutée sans hésitation. Alexander n'avait plus le choix. Il devait l'affronter. Le manoir familial, à 20 km du centre-ville, était un palais de verre et d'acier. Là où tout avait commencé. Là où Alexander et Jared avaient grandi, élevés par un père glacial et une mère dépressive. Là où la réussite était une religion, et la compassion une faiblesse. Alexander franchit les grilles, son cœur battant à tout rompre. Jared l'attendait, comme s'il avait senti sa venue. Dans le grand salon, un feu crépitait. Des tableaux d'art modernes ornaient les murs. L'ambiance était trop calme. « Tu es venu ?» dit Jared sans se lever. « Je sais ce que tu as fait » répondit Alexander froidement.
Tu sais ce que nous avons fait, corrigea-t-il. Un silence de plomb. Elijah n'était pas un traître. C'était un homme brisé par notre projet. Et toi, tu l'as fait tuer. Non, je l'ai empêché de tout ruiner. Il allait parler, il allait tout détruire. Des centaines de milliers d'emplois, des milliards de dollars. Et toi, tu te serais retrouvé en prison. Alors tu m'as protégé, en tuant un homme? Jared haussa les épaules. Je t'ai protégé comme père l'aurait voulu. Parce qu'on ne construit pas un empire sans écraser quelques fourmis au passage. Alexander ferma les yeux. Cette phrase, leur père l'avait souvent répétée, et Jared, lui, l'avait gravée dans sa chair. Mais lui, avait-il été une autre de ces fourmis? Tu peux encore te taire, Alex, reprit Jared d'un ton calme. Personne ne sait. On peut tout effacer. Ou alors, tu peux parler, et tu perds tout, y compris ta liberté. Il tendit un dossier. Regarde, on peut créer une fondation en l'honneur d'Elijah, une opération médiatique propre, un rachat de conscience. Et on continue. Mais proprement, cette fois. Alexander ouvrit le dossier. À l'intérieur, une proposition rédigée par les meilleurs communicants. Un hommage posthume à Elijah, un programme de soins gratuits pour enfants. Et surtout, une clause de confidentialité irrévocable, une offrande, un piège. Tu veux me faire acheter ma rédemption? Je te propose une porte de sortie. Tu n'es pas fait pour la guerre, Alex. Alexander le fixa longuement. Non, je suis fait pour la vérité, même si elle me détruit. Il jeta le dossier dans la cheminée. Le feu l'engloutit. Jared ne broncha pas, mais dans ses yeux, une lueur froide venait de naître. De retour chez lui, Alexander savait qu'il avait signé son arrêt de mort. Jared n'allait pas le laisser exposer toute l'affaire. Mais il n'était plus seul. Il contacta Sloan. Il contacta Isaiah. Il contacta même un ancien journaliste d'investigation, Maureen Kells, renvoyé après avoir tenté d'enquêter sur la fondation Lysias 8 ans plus tôt. « Si tu as des preuves, je publie », lui dit-elle, la voix ferme. « Mais je veux que tu restes en vie », répondit Alexander. « Alors prépare-toi, ils vont venir pour toi aussi. » Maureen n'avait pas peur. Elle avait déjà tout perdu une fois. Mais Alexander, lui, n'avait jamais été aussi terrifié. 2 jours plus tard, alors qu'il quittait un rendez-vous discret avec Maureen, sa voiture explosa à l'angle de la 5e avenue. Par miracle, il avait changé de véhicule à la dernière minute. C'est Isaiah qui avait insisté, sentant le piège. Mais le message était clair. Jared ne bluffait pas. Maureen fut placée sous surveillance. Sloan disparut. Et Isaiah, lui, refusa d'aller dans un refuge. « Je n'ai pas peur de lui, dit-il. Mon père est déjà mort. Si je dois mourir aussi, ce sera pour une cause. » Alexander sentit quelque chose se briser en lui. Il n'était plus un dirigeant. Il n'était plus un philanthrope. Il était un homme seul, au bord de la guerre. Dans un enregistrement vidéo, Alexander raconta tout. Il nomma Jared. Il nomma les victimes. Il montra les documents. Et il termina par ces mots. « Si cette vidéo est publiée, c'est que je suis mort. Et si je suis mort, que ceux qui m'écoutent sachent une chose. Ma fortune ne vaut rien si elle repose sur des cadavres. Je rends tout. Mon nom, mon pouvoir. Je me tiens du côté des enfants qu'on a utilisés comme cobayes. Et du côté des hommes qu'on a réduits au silence. Comme Elijah, comme Isaiah. » Il envoya la vidéo à 10 rédactions, à des ONG, à la justice. Puis il disparut. La vidéo d'Alexander fut diffusée un mercredi matin. Pas par une chaîne de télévision officielle. Non. Par un hacker anonyme, à travers un site miroir impossible à tracer. En quelques heures, elle inonda les réseaux sociaux, les blogs militants, les chaînes indépendantes. Plus de 48 millions de vues en 24 heures. L'opinion publique vacilla. On découvrit des visages d'enfants malades, utilisés comme cobayes, des rapports internes falsifiés, des chercheurs corrompus, des familles brisées, et surtout, un nom, Jared Van Holt, désigné comme l'architecte silencieux d'un système aussi lucratif que monstrueux.
Les grandes chaînes hésitèrent, puis cédèrent. CNN, Al Jazeera, même Fox News finirent par évoquer le scandale Lysias, du nom de la fondation utilisée comme couverture. Mais le plus incroyable fut la réaction des citoyens. À Philadelphie, une mère s'enchaîna devant les bureaux de Van Ashko avec une photo de son fils, mort 2 ans plus tôt d'un traitement expérimental. À Nairobi, un ancien médecin congolais publia des dossiers confidentiels montrant l'implication de la fondation Lysias dans des essais illégaux en Afrique subsaharienne. À Paris, une manifestation silencieuse rassembla 40 000 personnes habillées de blanc, portant des pancartes. « Nous sommes Elijah ». Et dans tout cela, Isaiah devint le symbole d'un combat. L'enfant qui avait refusé la nourriture d'un homme riche pour mieux lui ouvrir les yeux. Il fut interviewé, photographié, acclamé. Mais au fond de lui, Isaiah ne voulait pas être un héros. Il voulait juste que son père soit vengé. Alexander, toujours caché, suivait les événements comme on suit un feu qu'on a allumé malgré soi. Maureen Kells était devenue la porte-parole de sa vérité. Elle apparaissait sur tous les plateaux, brandissant les preuves qu'il lui avait laissées. Mais lui, rongé par la peur et la culpabilité, vivait comme un fugitif. Chaque bruit de pas, chaque coup à la porte, pouvait annoncer sa fin. Et bientôt, elle arriva, Jared. Il ne l'avait pas vu depuis leur confrontation. Et pourtant, ce soir-là, il était là, dans l'appartement caché, seul. « Tu crois que j'ai peur de mourir, Alex ?» demanda-t-il en entrant calmement. Alexander leva les yeux. Pas de garde du corps, pas d'armes visibles, juste ce sourire froid. « Tu as détruit un empire pour un enfant et un mort. Tu as offert notre nom au loup. Et pourtant, tu crois avoir fait ce qu'il fallait. Ce n'est pas une croyance, c'est une certitude. » Jared se versa un verre de vin, s'assit. Son calme était glacial. « Tu veux que je sois le monstre? Très bien, je suis le monstre. Mais rappelle-toi d'une chose, le monde préfère les monstres utiles aux seins bruyants. D'ici 2 mois, cette affaire sera enterrée. Tu n'es qu'un feu de paille, Alex. Tu te trompes. Tu as sous-estimé ce gamin. Ce que je n'ai pas vu chez Isaiah, c'est cette lumière que ni l'argent ni la peur ne peuvent éteindre. » Jared s'approcha, menaçant. « Alors meurs avec cette lumière, mais ne m'emmène pas avec toi dans ta tombe. » Et il repartit. Mais cette fois, il ne bluffait plus. Quelques jours plus tard, l'un des serveurs centraux de Van Ashko explosa dans un incendie accidentel. La police conclut à une défaillance électrique. Mais Maureen Kells reçut un avertissement. Elle était suivie. Isaiah manqua d'être renversé devant son école. Sloan fut arrêté pour possession de drogue. Un piège grotesque. Alexander savait que c'était le début d'un contre-attaque. Le système mordait pour ne pas mourir. Mais ce que Jared n'avait pas prévu, c'était que les victimes allaient parler. Un jeune garçon du Népal, rescapé d'un essai, envoya une lettre vidéo. Une adolescente autiste du Venezuela décrivit comment ses parents avaient été payés pour la louer à un laboratoire. Et surtout, une ancienne employée de Lysias, Claire Wensley, brisa le silence. Elle avoua tout. Signatures falsifiées, injections illégales, menaces voilées. Elle raconta même avoir vu Jared en personne, superviser certains essais. Ce témoignage fut la goutte d'eau. Le FBI ouvrit une enquête fédérale. Interpol s'en mêla. Jared fut convoqué, placé sous contrôle judiciaire. Mais Alexander ne jubilait pas. Il savait que l'Empire ne mourrait pas comme ça. Le procès était inévitable. Mais Alexander n'y assisterait pas. Une nuit, alors qu'il s'apprêtait à rejoindre Isaiah dans un lieu sécurisé, il fut percuté par une moto à pleine vitesse. Un accident? Peut-être. Un message? Certainement. Il fut plongé dans le coma. Isaiah, à son chevet, lui tenait la main. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Maureen prit la relève. Et la vidéo suivante fut publiée par Isaiah lui-même. Un enfant de 10 ans, debout devant des caméras, disant la vérité.
Ce qu'ils ont fait à mon père, ils l'ont fait à d'autres. Mais moi, je vais continuer. Je vais me battre. Parce que même si je suis petit, je porte la voix de tous ceux qu'on n'écoute pas. Alexander respirait faiblement. Mais la vérité, elle, respirait fort. Et pour la première fois depuis longtemps, l'espoir était plus fort que la peur. Alexander Van Holt était vivant, mais figé. Le coma durait depuis 2 semaines. À l'hôpital sécurisé de Phoenix Ridge, un silence presque sacré régnait autour de sa chambre. Des gardes postés, des caméras discrètes, des scanners biométriques. Chaque battement de son cœur déclenchait une lumière sur l'écran. Il était devenu une sorte de relique vivante. Isaiah, chaque jour, lisait pour lui. Des histoires, des témoignages, des lettres. « Tu dois te réveiller, Alex. T'as pas le droit de m'abandonner. » Une nuit, alors que l'orage battait sur les vitres, Alexander ouvrit un œil. Juste un. Mais suffisant pour que le système s'affole. Les médecins dirent que c'était un miracle. Mais ce n'était pas une résurrection. C'était une résistance. Le coma n'avait pas brisé son esprit. Il avait entendu. Tout, même les voix basses des médecins, même les pleurs d'Isaiah, même les menaces chuchotées par l'homme en costume venu une nuit. Et il avait compris. La guerre n'était pas terminée. Elle entrait dans une nouvelle phase. Maureen fut la première informée. « Il est réveillé », murmura Isaiah. Mais il veut pas parler encore. Il dit que le vrai combat commence. Avant l'effondrement, Jared avait dissimulé une série de documents sous un ancien projet de construction en Albanie, relié à une mine désaffectée. Mais Alexander savait, et dans ses jours d'ombre, il avait contacté un certain Gabriel Strauss, un ancien prêtre reconverti en archiviste indépendant. Gabriel remit à Maureen une boîte métallique, sans serrure. À l'intérieur, des manuscrits, des photos et un enregistrement audio crypté datant de 1983, bien avant la création officielle de Vanashco. C'était la voix de leur père. Si tu entends ceci, c'est que Jared ou Alexander a dépassé les limites. Ce que la bande révélait était glaçant. Leur père, David Van Holt, avait été contacté dans les années 70 par un groupement pharmaceutique lié à une société obscure nommée Moria. Une société qui testait déjà des composés évolutifs sur des enfants issus d'orphelinats européens. Moria n'était pas qu'une entreprise. C'était une alliance secrète d'industriels, de scientifiques, de militaires et d'occultistes. Oui, occultistes. Ce que personne n'avait compris jusqu'à présent, c'était que Vanashco n'était pas né d'une ambition scientifique, mais d'un rituel inachevé. Un autre document bouleversa tout. Le journal de Delilah Van Holt, la mère d'Alexander. Longtemps tenue pour morte dans un accident en 1995, elle était en réalité disparue volontairement. Dans son journal, elle écrivait « Ils veulent utiliser le sang d'un enfant pur, le fils aîné. Jared refuse. Mais Alexander, il est né sans la tache. C'est lui qu'ils veulent. » Elle décrivait des réunions, des chants en langue morte, des enfants aux yeux bandés. Et surtout, une nuit, celle où Isaiah avait été conçu. Un passage troublant laissait entendre qu'il n'était peut-être pas le fils biologique de Sloan. L'enfant à naître portera le sceau brisé. Il sera le lien, l'ouverture, la fin et le recommencement. Ce que Sloan avait toujours caché, même à Alexander, c'est qu'elle n'avait jamais su comment elle était tombée enceinte. Aucun souvenir d'un rapport. Juste un réveil étrange, dans une chambre inconnue, une piqûre au bras et une lumière bleue qui tournait lentement au-dessus d'elle. Elle avait pensé à une folie, un rêve. Mais 9 mois plus tard, Isaiah naissait, parfaitement formé. Aucun cri, aucun pleur. Juste ses yeux, d'un brun presque doré. À l'âge de 2 ans, il parlait couramment 3 langues. À 5 ans, il écrivait des symphonies sans jamais avoir pris de leçons. Et à 7 ans, il refusa la nourriture d'un millionnaire. Il n'était pas arrogant. Il savait. Quelque chose en lui avait reconnu le danger, l'odeur,
la vibration. Et maintenant, tous voulaient le récupérer. Un message codé parvint à Gabriel Strauss. Des coordonnées, un lieu, un mot, Domus Lux. Ce fut Isaiah qui insista pour y aller. Maureen, Sloan, Alexander, désormais en fauteuil roulant, et Isaiah prirent un vol pour une petite île au large de la Croatie. Là-bas, un monastère oublié, une bibliothèque secrète, et des hommes en robe noire. Mais ce n'étaient pas des ennemis. Ils se nommaient les Silencieux, gardiens d'un savoir ancien. Ils savaient qui était Isaiah, et pourquoi Moria voulait son sang. Ce qu'ils révélèrent dépassait l'entendement. Isaiah n'est pas l'enfant du hasard. Il est le 12e, l'ultime. Là où les 11 précédents ont échoué, lui résistera. Mais il doit choisir, soit l'extinction, soit la libération. Un choix que même un adulte ne pourrait porter. Et pourtant, il n'avait que 10 ans. Avant de repartir, les Silencieux remirent à Isaiah une lettre, manuscrite, datée de 2033, une date du futur. Et pourtant, c'était l'écriture d'Alexandre. Isaiah, si tu lis ceci, c'est que tu as survécu. Je n'étais pas ton sauveur, mais j'étais ton passage. Tu es la lumière. Tu es l'écho du monde ancien et la promesse du nouveau. Ne laisse jamais leur peur devenir la tienne. Avance. Même s'ils te trahissent, même si je tombe, avance. Isaiah pleura pour la première fois et jura qu'il protégerait la mémoire de son père et l'avenir de tous ceux que le monde rejetait. De retour à Washington, les procès avaient recommencé. Jared Van Holt plaida non coupable. Mais les preuves affluaient, les témoins se succédaient. Et bientôt, Maureen fut appelée à la barre. Ce qu'elle déclara renversa tout. Elle révéla l'existence de Moria, du projet Lysias et du rôle caché de certains membres du gouvernement. Silence dans la salle. Puis, chaos. Des noms furent cités, des juges menacés, des audiences suspendues. Mais c'était trop tard. Le monde savait. Et Isaiah, dans l'ombre, préparait la dernière étape. Un silence étrange couvrait la ville. Ce soir-là, tous les écrans s'étaient éteints à 22h01 précise. Les téléphones aussi, les réseaux, les satellites. Washington semblait suspendu hors du temps. Puis un signal. Sur les écrans noirs, une seule image apparut. Isaiah, assis sur une chaise en bois. Regard direct, voix calme. Mon nom est Isaiah Van Holt. J'ai 10 ans. Et je suis le fruit de ce qu'ils ont fait dans l'ombre. Je ne suis pas une arme. Je ne suis pas une erreur. Je suis la preuve. Et il raconta tout. Les expériences, Moria, le sang, le rôle de Jared, les enfants effacés des dossiers, les laboratoires sous les églises, les rituels dissimulés sous des couvertures scientifiques. Puis, il leva une enveloppe. Ceci est la dernière lettre de mon père. Elle prouve ce qu'il savait, et ce qu'ils lui ont fait pour le faire taire. Le procès se termina dans le chaos, mais pas comme on l'aurait cru. Jared n'assista pas à la dernière audience. Il fut retrouvé mort dans sa cellule, le visage tordu d'effroi. Pas de blessure, pas de poison, juste un cercle tracé autour de son lit, avec son propre sang. Certains parlèrent de suicide rituel, d'autres de malédiction. Mais Alexander sut. Il ne restait plus qu'un seul lien vivant avec le passé. Depuis des mois, elle avait tenté de tout effacer, d'enterrer les douleurs, de fuir ce qu'elle avait été, une opportuniste, une complice, puis une mère effrayée. Mais elle ne pouvait plus reculer. Elle confronta Alexander dans un silence lourd. « Tu savais qu'il n'était pas de toi, n'est-ce pas ?» Alexander hocha la tête, les larmes aux yeux. « Mais je l'ai aimé dès le premier instant, parce que je savais qu'il était bien plus que nous tous. » Sloan sourit pour la première fois depuis des semaines. Un vrai sourire, triste mais lumineux. Puis elle sortit, et on ne la revit plus jamais. Certains dirent qu'elle était retournée là où tout avait commencé. En Albanie, d'autres, qu'elle était morte pour protéger Isaiah. Isaiah fut emmené dans un ancien sanctuaire. Les silencieux l'attendaient. C'était le moment.
Pas un sacrifice. Un choix. Le garçon devait décider, ouvrir le passage et permettre à l'énergie ancienne d'inonder le monde, quitte à réveiller de vieilles forces, ou sceller définitivement la brèche, en sacrifiant ce qu'il aimait le plus. Il choisit la troisième voie, celle que personne n'attendait. Isaiah entra dans le cercle, les bras ouverts. Mais au lieu de réciter les mots appris, il cria un nom, Alexander, et ce dernier, malgré son corps brisé, se leva, marcha, et entra à ses côtés. Le père et le fils se tinrent la main. « Tu n'as pas apporté ça seul, » murmura Alexander. « S'il faut brûler le passé, alors brûlons-le ensemble. » Une lumière immense jaillit, une onde. Le monde vacilla, et lorsque tout redevint calme, le cercle était vide. Des semaines passèrent. Le monde continuait de tourner. Mais quelque chose avait changé. Vanashko fut dissoute. Moria exposée. Les gouvernements nettoyés. Et un matin, devant une école ordinaire, un petit garçon attendait, seul, un cartable sur le dos. Isaiah. Pas un souvenir, pas une marque, juste une paix étrange dans ses yeux. Une nouvelle chance. Maureen, désormais directrice d'un centre d'aide pour enfants disparus, l'adopta officiellement. Il l'appelait Mamamo. Gabriel Strauss écrivit un livre intitulé « Les mains vides », dans lequel il raconta toute l'histoire. À la dernière page, il écrivait « On pense toujours que les héros ont des épées, mais parfois, ils tendent les mains, vides, prêtes à aimer. Merci. Du fond du cœur, d'avoir pris le temps de suivre cette histoire jusqu'à la fin. Vous venez de vivre un voyage intense, mystérieux, parfois troublant, mais profondément humain. Derrière les secrets d'une multinationale, les silences d'un père, les blessures d'un enfant, il y avait surtout un cri d'amour, de vérité et de justice. Isaiah nous rappelle que peu importe d'où l'on vient, peu importe ce que l'on a subi, on peut choisir la lumière. Même avec les mains vides, on peut offrir le plus beau des cadeaux, l'espoir. Merci à vous, chers lecteurs, spectateurs, d'avoir tenu jusqu'au bout. Votre attention, votre sensibilité, votre ouverture d'esprit donnent un vrai sens à ce travail. Si cette histoire vous a touché, fait réfléchir, ou simplement emporté dans un autre monde, alors elle a rempli sa mission. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous. Restez curieux. Restez humain. Avec gratitude et passion,